Bien, on va commencer. Bonjour à tous. Donc, je vais continuer l'étude de la formulation quantique des théories de jauge dans le cadre du formalisme des antichamps. On avait commencé la semaine passée et je vais, comme d'habitude aussi, faire des rappels pour commencer et vous demander aussi, vous laisser la possibilité de poser des questions s'il y en a. Donc, je vous rappelle ce qu'on avait fait la semaine passée. Donc on avait étudié, on avait considéré l'intégrale de chemin ou l'intégrale fonctionnelle pour l'amplitude vide-vide. Et j'avais considéré d'abord le cas où cet opérateur delta, donc qui est défini comme moins 1 epsilon a, donc qui tient compte de la parité des champs delta 2, delta L, delta phi a, delta L, delta phi star a. Donc on avait considéré le cas où cette quantité était nulle. Et dans ce cas-là, on a donné une expression pour l'intégrale fonctionnelle qui donne l'amplitude vide-vide, mais on avait aussi vu, donc peut-être je note les propriétés de delta dont on aura besoin, que le nombre de fantômes de delta, c'est 1. Delta est un opérateur qui change la parité, donc agissant sur un objet bosonique, donc qui commute, on obtient un objet qui anticommute. Et on avait vu également que le carré de delta est égal à 0. Bon, d'autres propriétés de delta seront dérivées aujourd'hui, parce qu'on en aura besoin. Alors, l'intégrale fonctionnelle, donc l'intégrale sur tous les chemins. Ah oui, alors, autre rappel aussi. Donc, les phi a, c'est tous les champs, c'est-à-dire les champs de départ, mais aussi les fantômes. Et donc, supposons que les transformations de jauge soient indépendantes. Dans ce cas-là, il n'y a pas de fantôme, donc on s'arrête là côté fantôme. Mais on aura aussi les antifantômes, ainsi que les champs auxiliaires B alpha, et les phi star A. Donc ici, c'est tous les antichamps correspondants, conjugués. Ils ont chaque fois une parité opposée et un nombre de fantômes moins le nombre de fantômes de la variable conjuguée, moins 1. Et quand je parle de variable conjuguée, c'est conjugué dans l'anticrochet. Alors, l'intégrale fonctionnelle qui donne l'amplitude vide-vide s'écrit en termes de ce qu'on appelle l'action fixée de jauge, que j'ai noté S psi. Et S psi, c'est donc une fonctionnelle des champs, mais donc des champs, ça veut dire des champs de départ, mais aussi des fantômes, des antifantômes, des champs auxiliaires, qui est obtenue à partir de la solution de l'équation maîtresse classique en substituant les antichamps par le gradient par rapport au champ d'une certaine fonctionnelle psi qui est fermionique et de nombre de fantômes moins 1. Alors, donc, à part ça, on peut choisir psi complètement arbitrairement. Pour autant, on demande quand même que, pour que ceci ait un sens, l'action qu'on appelle l'action de fixée de jauge S psi, obtenue par ce processus, n'ait pas d'invariance de jauge. C'est-à-dire que les propagateurs de tous les champs soient bien définis, qu'on puisse dériver les règles de Feynman sans se poser de questions. Et donc là, ça va restreindre les choix de psi, mais ça laisse quand même un choix énorme. Hein. Bon, c'est très peu restrictif de demander que l'action ici n'ait pas d'invariance de jauge. Alors, je vous avais donné des exemples pour illustrer la construction dans le cas de Yang-Mills. Et j'avais
dérivé deux expressions, disons, intéressantes. L'une, donc c'était toujours dans ce qu'on appelle la jauge de Lorentz, mais on a vu que avec un choix de psi, on pouvait se ramener à une intégrale qui était restreinte, effectivement, où tous les champs ici étaient restreints à une condition de jauge stricte, mais avec un autre choix de psi, on n'avait pas de condition de jauge stricte sur les chemins sur lesquels on sommait. Et donc ça permet de reproduire différentes expressions de l'intégrale fonctionnelle qui sont utilisées dans la littérature. Mais le théorème important qui rend cette construction intéressante, c'est que en fait, cette amplitude de transition ne dépend pas du choix de psi. Donc différents choix de psi vont conduire à la même amplitude de transition. Et donc en particulier les choix de psi conduisant aux différentes expressions que je vous ai données la semaine passée conduisent à la même valeur pour l'intégrale fonctionnelle. Alors encore une chose à dire, où je vous avais dit qu'en choisissant bien psi, on pouvait se ramener à une intégrale fonctionnelle qui ne fait intervenir que les degrés de liberté physique, donc et où les choses sont manifestement unitaires dans l'espace des degrés de liberté physique. Et donc on appelle parfois, d'ailleurs c'est un choix qu'on appelle parfois choix d'une jauge unitaire. Et donc ceci en fait justifie l'intégrale fonctionnelle, même si je n'ai pas donné cette dérivation-là, je suis simplement cité en général, je ne l'ai pas fait, mais donc l'intérêt de cette construction, c'est qu'effectivement on peut se ramener non seulement à des expressions connues, mais aussi à des expressions où l'unitarité est manifeste et où l'intégrale fonctionnelle est manifestement correcte. Mais c'est des expressions qui sont en général non locales et impossibles à manipuler. L'avantage du formalisme, c'est qu'on peut choisir alors d'autres choix de psi, où on peut appliquer les règles de Feynman standard pour dériver les amplitudes de transition. Alors, encore une chose à dire, et puis je passerai à matière nouvelle, c'est que si j'ai une algèbre de jauge qui n'est pas fermée, alors dans ce cas-là, je sais que S, la solution de l'équation maîtresse, va contenir notamment des termes qui sont quadratiques en les antichamps et qui font intervenir ces fonctions. Il y a peut-être un facteur 1,5, peu importe le facteur. C'est alpha, c'est bêta. Donc c'est une expression qui est quadratique en les fantômes et quadratique en les antichamps. Quand vous allez éliminer les antichamps par cette procédure, en fait, puisque les antichamps ici sont le nombre de fantômes moins 1, les Fistari, qu'on va obtenir par cette expression, vont faire apparaître les antifantômes C bar alpha, qui sont aussi le nombre de fantômes moins 1. Ça va être là. Parmi les champs, c'est les seuls qui sont le nombre de fantômes moins 1. Donc ici, vous allez avoir quelque chose après élimination. J'ai d'autres indices. C'est gamma, c'est delta. Pardon ? Donc vous allez obtenir quelque chose qui est quartique, donc qui est quadratique en les antifantômes et quadratique en les fantômes, donc au total quartique. Et cette expression, donc, qui apparaît lorsque les MIJ alpha bêta sont différents de 0, ce qui est le cas dans la description de la supergravité quand vous n'avez pas de champ auxiliaire, ce qui est le cas pour les supergravités suffisamment étendues. Donc cette expression va contenir des diagrammes de Feynman qui font apparaître des vertex quartiques. Et ces diagrammes de Feynman ne dérivent pas d'une exposition. Bon, pour ceux qui ont vu le déterminant de Faddeev-Popov, on ne peut pas obtenir cette expression-là à partir de l'exponentiation d'un déterminant de Faddeev-Popov qui donne une expression quadratique, linéaire en laissé bar alpha et linéaire en laissé alpha. Donc il y a des vertex nouveaux qu'on ne peut pas dériver par la méthode de Faddeev-Popov, mais c'est normal. La méthode de Faddeev-Popov est applicable pour des transformations de jauge qui forment une vraie algèbre. Quand on sort de ce cadre-là et qu'on applique cette méthode, ce n'est pas étonnant qu'on obtienne des résultats qui ne sont pas corrects. Et en fait, c'est réellement la supergravité étendue où on a des algèbres ouvertes qui a été une des motivations principales pour développer ce formalisme. Et ça donne des diagrammes manquants qui rétablissent l'unitarité. Bon, voilà, donc ça c'est la théorie, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant cela.
Donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous dire ce qui se passe au-delà, enfin, lorsque la condition delta S est différente de 0. Et donc ça va me conduire à l'équation maîtresse quantique. Alors, quelle était la signification, j'en ai parlé aussi la semaine passée, de la condition delta S égale à 0? On a vu que lorsque delta S est égal à 0, ça veut dire en fait qu'une transformation BRST préserve la mesure. Donc ça veut dire que la mesure est invariante pour les transformations BRST. Donc quand delta S est différent de 0, ça veut dire que la mesure n'est pas invariante pour les transformations BRST. Et donc ce qu'on doit faire pour avoir la bonne intégrale fonctionnelle, c'est corriger cette expression non invariante par des termes de manière à rétablir l'invariance. Donc ce qu'on va faire, c'est remplacer, disons, la mesure dans l'intégrale fonctionnelle par, je ne sais pas comment je les ai appelés, mais faisons la même chose que dans mes notes. Mesure, mu. Donc on va mettre des termes correctifs. Dont le but va être de rétablir l'invariance BRST. Parce qu'on a vu que cette condition delta, enfin on obtient lorsqu'on veut démontrer l'invariance, l'indépendance de cette intégrale fonctionnelle en psi, lorsqu'on change psi et qu'on veut démontrer l'invariance, on génère des termes qui sont proportionnels à delta S. Et donc quand delta S est égal à 0, ces termes ne sont pas là et donc l'invariance est établie. Quand delta S est différent de 0, il faut corriger. Et en fait, les termes qui sont proportionnels à delta S viennent précisément de la variation de la mesure. Donc on va corriger la variation de la mesure pour rendre les choses invariantes. Alors la manière la plus économique de faire ça, c'est d'exponentier ces termes-ci. Je peux toujours les écrire comme l'exponentielle du logarithme. Et donc ce que je vais faire, c'est réécrire ceci, en fait, comme, on va d'abord l'écrire S psi, et puis vous voyez que les termes, quand je vais les exponentier, comme j'ai un 1 sur h bar ici, ils vont venir avec un h bar. Donc si je tiens compte, peu importe j'absorbe ça dans M1. Donc vous voyez que les corrections à la mesure peuvent être vues comme des corrections, mais d'ordre au moins h bar, à l'action classique. J'exponencie ceci. Ceci, ça va être l'exponentielle de logarithme de mu1. Donc ça va être l'exponentielle de h bar sur i h bar log mu1. Et donc ça, ce sera le premier terme. Donc on va mettre tout dans l'exponentielle, c'est plus facile à manipuler. Et donc ce qu'on va en fait se poser comme question, c'est par quoi faut-il remplacer S? Je vais appeler ce par quoi il faut le remplacer W. Qui va démarrer comme S. Puis il y aura des corrections. Je les écris toujours M1. Donc ça c'est le M1, je vais réécrire psi. Donc, je vais expliquer. De telle sorte que cette intégrale fonctionnelle, alors je vais mettre i sur h bar w psi, où w psi c'est w, et donc je fais la même chose, je remplace les antichamps par... Donc je corrige S psi, je le fais direct, mais je veux le faire de manière en fait qui ne dépende pas de psi. Donc j'ai introduit d'abord un objet qui ne dépend pas de psi, et puis je vais substituer les antichamps par la règle qu'on a vue, qui va me définir dans la jauge psi, déterminée par psi, qui n'est pas vraiment une jauge stricte. J'utilise le terme jauge, mais on a vu que ce n'était pas une jauge stricte où on a un delta d'une condition de jauge qui apparaît dans l'intégrale fonctionnelle. Mais j'utilise néanmoins le terme fermion de jauge et jauge. Donc la question, c'est à quelle équation W doit satisfaire pour que cette construction-ci me donne un résultat qui ne dépende pas de psi.
On sait que si delta S est égal à 0, ben, je peux oublier tout ça. Mais si delta S n'est pas égal à 0, je dois avoir des termes correctifs. Alors comment choisir ces termes correctifs de manière à garder la bonne propriété qui est que l'intégrale fonctionnelle ne dépend pas du choix de psi. Alors l'équation à laquelle W doit satisfaire est ce qu'on appelle l'équation de maîtresse quantique, que je vais d'abord écrire et puis que je vais justifier. Donc l'équation maîtresse quantique, ben, c'est une déformation de l'équation maîtresse classique. Elle se réduit à cette équation lorsque h bar est égal à 0, mais il y a des termes en plus qui font intervenir à h bar et delta de W. Et donc je prétends que la bonne équation, et on va vérifier, pour W, qui va garantir que l'intégrale fonctionnelle ne dépend pas du choix de psi, c'est cette équation-là. Alors, je vais justifier ça, bien sûr, mais donc ça s'appelle l'équation maîtresse quantique. Et voyez que si delta S est égal à 0, donc le cas que j'avais considéré, une solution de l'équation maîtresse quantique, ben c'est S, puisque SS c'est égal à 0. Si delta S est aussi égal à 0, ben ça c'est bien satisfait. Mais si delta S est différent de 0, alors il faut ajouter des termes à S pour obtenir un W qui en est différent. Alors pour vous démontrer que ça c'est la bonne équation, ben on va être guidé par le même souci de construire une intégrale fonctionnelle qui soit indépendante du choix de psi. Et je prétends que cette équation le garantit. Et pour démontrer que cette équation le garantit, je dois d'abord dériver un certain nombre de propriétés de cet opérateur delta. Et en fait, ce que je vais montrer, c'est que cette équation-ci est équivalente à delta de l'exponentielle de i sur h bar w est égal à 0. C'est une autre manière de réécrire l'équation maîtresse quantique. Et comme c'est un calcul intéressant, et donc vous voyez, c'est intéressant aussi parce que c'est ce qui va apparaître dans l'intégrale fonctionnelle. Donc pour démontrer que ça c'est équivalent à ça, je dois vous donner un certain nombre de propriétés de l'opérateur delta qui sont intéressantes en elles-mêmes, en fait aussi, et sur lesquelles je reviendrai d'un point de vue plus géométrique, j'espère avoir le temps, la semaine prochaine. Alors, quelles sont les propriétés de cet opérateur delta dont on va avoir besoin? Peut-être c'est ici. Tout d'abord, delta, on a déjà vu delta, quelques propriétés que j'ai écrites là. Hein. Alors, autre propriété intéressante, delta n'est pas une antidérivation, et la raison, c'est que delta, en fait, c'est un opérateur du second ordre. Donc, il ne va pas obéir à la règle de Leibniz parce qu'il y aura des termes croisés. Mais l'intéressant, c'est que ces termes croisés, c'est précisément l'anticrochet. Donc, en fait, si vous faites le calcul, et là, je vous laisse, c'est vraiment un calcul de dérivée seconde agissant sur un produit. Donc là, vraiment, je vous laisse faire. Il faut juste être soigneux avec les parités de Grassmann, puisque tout ne commute pas, il y a parfois des signes qui apparaissent. Donc ça agit par la gauche. Hein. Donc, puisque ça agit par la gauche, c'est évident que lorsque ça agit sur alpha, il n'y aura pas de signe, mais quand ça agit sur bêta, ça doit passer au-dessus de alpha, et donc ce signe-là apparaît. Si c'était une antidérivation, il n'y aurait rien de plus. Mais ce n'est pas une antidérivation, et en fait, on peut voir l'anticrochet comme une mesure du fait que delta n'est pas une antidérivation. C'est-à-dire ce qui apparaît en plus ici, c'est précisément l'anticrochet de alpha avec bêta. C'est d'ailleurs parfois une manière de définir l'anticrochet qui est utilisée dans la littérature, c'est de voir l'anticrochet comme la mesure de la différence entre delta et une antidérivation.
Alors ça, je vous laisse vérifier comme exercice. Ce n'est pas très compliqué, c'est juste il faut appliquer cet opérateur différentiel du second ordre là-dessus. Vous allez avoir des termes croisés et voir que ces termes croisés, ça donne ça. Un terme où c'est alpha qui est différencié et multiplié par un terme où c'est bêta qui est différencié. Alors, de là, on peut facilement calculer l'action de delta sur l'anticrochet. Soit on le fait directement, soit on réécrit l'anticrochet en termes de delta et on utilise le fait que delta carré est égal à 0. Mais quelle que soit la manière dont on fait le calcul, si on ne se trompe pas, on obtient qu'il y a une relation très simple donc là, ça se comporte comme une antidérivation sur l'anticrochet. Et on a un signe moins parce que l'anticrochet est un objet impair. Donc ça, à nouveau, je vous laisse soit vous utilisez ça, soit vous faites le calcul direct en utilisant la définition de l'anticrochet et la définition de delta. Dans tous les cas, vous obtiendrez ceci. Et en fait, ce sont les deux propriétés dont j'aurai besoin pour démontrer, donc ça, c'est les propriétés importantes de delta, avec celles que j'ai écrites là, pour démontrer l'équivalence entre ça et ça, que je vais faire là sur le côté, parce que c'est une sorte de calcul auxiliaire, mais qui vous montre un peu comment les choses fonctionnent, donc c'est intéressant. Et puis on va revenir à l'équation... Ah non, peut-être à l'équation maîtresse quantique, oui. Donc, pour démontrer l'équivalence entre ces deux formulations de l'équation maîtresse quantique, je vais utiliser ces propriétés-là. Alors, en fait, je vais définir, donc je le fais ici parce que je vais ensuite effacer, c'est une sorte de calcul auxiliaire, mais c'est pour vous montrer comment les choses fonctionnent. Je définis une fonction qui dépend d'un paramètre que j'appelle t, qui est l'exponentielle de moins i sur h bar tw, exponentielle i sur h bar, pardon, pas Laplacien, delta de l'exponentielle de i sur h bar tw. Donc ce qui nous intéresse, bon, enfin voilà, donc ça c'est, on va faire le calcul de cette expression-là. Alors pour ça, je calcule df sur dt. Donc en fait, il est clair que si df en t égale à 0, ben, en t égale à 0, ça c'est 1, ça c'est 1. L'opérateur différentiel agissant sur 1 donne 0, donc f de 0 est égal à 0. Et f de 1 est égal à essentiellement ce qu'on cherche, à cette exponentielle ci près. Donc c'est exponentielle de moins i sur h bar w fois ce que j'ai envie de calculer qui apparaît dans la deuxième formulation de l'équation maîtresse quantique. Alors pour trouver f de 1, en fait, je vais obtenir facilement une équation différentielle. C'est un truc qu'on utilise assez souvent pour f. Donc on va obtenir une équation différentielle simple pour f qu'on va pouvoir intégrer. Et avec cette condition initiale-là, on va trouver f pour toute valeur de t et on pourra calculer f en 1 et voir que c'est bien donné par ça, par ce qu'on veut. Alors, df sur dt, c'est, il faut dériver d'abord ça, moins i sur h bar w exponentielle de moins i sur h bar tw fois delta de l'exponentielle i sur h bar tw. Donc là, c'est quand j'ai dérivé ceci. Alors, la dérivée par rapport à t et delta commute, puisque ça agit sur des variables différentes. Donc en fait, j'ai plus delta, exponentielle. D'abord, j'aurais dû l'écrire avant. Il y a d'abord ce facteur-ci qui est présent. Et puis, je dérive ceci. Et donc, c'est delta. Donc, je dois faire d sur dt de cela. Ça va me donner i sur h bar w, exponentielle de i sur h bar tw. Voilà.
D'accord, suivez-moi, parce que contrôlez plutôt moi, parce qu'en général, au tableau, on fait toujours des erreurs. Alors ici, j'ai delta d'un produit. J'ai une formule qui me donne quelque part l'action de delta sur un produit. Donc ça n'est pas une antidérivation, il y a un terme en plus. Donc écrivez des ballons. Donc là, j'ai moins i sur h bar w, l'exponentielle de moins i sur h bar tw. Donc là, j'y touche pas, je le recopie. Delta de l'exponentielle. Et puis, je vais avoir plus. Donc, je vais d'abord avoir i sur h bar, bon, cette exponentielle-là. Et puis, je vais avoir delta de w, l'exponentielle de i sur h bar tw. D'accord. Puis, je vais avoir... oui, ça m'arrange. Puis, je vais avoir le terme où delta agit là-dessus. Donc, je vais avoir i sur h bar, l'exponentielle de moins i sur h bar tw, qui est ce terme qui est devant. Hein. Puis je vais avoir i sur h bar, oui, ça je l'avais déjà écrit. Hein. Donc le i sur h bar, je l'ai écrit ici. Donc j'ai w, delta de l'exponentielle, i sur h bar tw. Alors il y a un signe qui apparaît normalement, mais comme w est une quantité paire, ce signe est, pardon, le signe ici est plus 1, donc je ne me suis pas trompé. Et puis il y a l'anticrochet. Alors, je vais avoir l'anticrochet. Donc à nouveau, j'ai l'exponentielle de moins i sur h bar tw. Donc l'anticrochet de ça avec ça, donc il y a un i sur h bar qui se met. Je vais avoir w exponentielle de i sur h bar tw. Si je ne me suis pas trompé, j'ai bien gardé tout. Alors, première observation, c'est que ce terme-ci et ce terme-là sont les mêmes, parce que w est une quantité qui commute. Hein. Je peux le mettre devant, je peux le mettre derrière, enfin ça aussi ça commute, donc il n'y a pas de problème de position. Vous voyez que ça c'est la même chose que ça, mais là j'ai un signe moins, là j'ai un signe plus. Donc ça s'en va avec ça. Donc il me reste en fait deux termes. Alors, on va l'écrire ici. Quel est le premier terme? Ben, vous voyez que le premier terme, bon, le W, bon, à nouveau, donc, ça c'est la même chose que ça, avec au signe près, donc ça, le produit de ça par ça c'est 1. Donc j'ai I sur H bar delta de W. Et puis, je dois calculer l'anticrochet ici. Mais l'anticrochet, là, lui, c'est une antidérivation. Donc, en fait, W, de manière générale, fois E exposant A, il faut dériver, donc c'est W, A, E exposant A. C'est une dérivation. Donc, je vais pouvoir, je vais voir apparaître ici, je l'écris, hein, donc j'ai l'exponentielle, on va tout écrire. Donc d'abord j'ai un I sur H bar, pour ne pas me tromper, exponentielle de moins I sur H bar TW, donc qui est ceci. Donc le I sur H bar, je l'ai écrit, j'ai ça, et puis j'ai W avec A, qui est I sur H bar TW, fois l'exponentielle de I sur H bar TW. Alors à nouveau, les exponentielles s'en vont. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens I sur H bar, écrivons-le comme ça, delta W, plus I sur H bar, qui est là, T, W, W.
D'accord? Donc finalement, cette fonction a une dérivée relativement simple en termes d'objets qui apparaissent dans l'équation maîtresse quantique. Hein. Donc on est presque arrivé au bout de nos efforts. Donc df sur dt, les coefficients ici ne dépendent pas de t, donc c'est facile à intégrer. De là, j'en déduis que f, c'est égal à i sur h bar delta w fois t, plus i sur h bar, on va le mettre comme ça, t carré demi, w. Hein, ça c'était la dérivée, plus une constante. Mais en t égale à 0, ceci est nul, et f doit être nul, donc il n'y a pas de constante. Donc ça, c'est l'expression de f en toute valeur de t. Et donc en particulier, f de 1, maintenant je peux le calculer, c'est i sur h bar, laplacien, delta de w, plus i sur h bar, i sur 2h bar, w. Mais je sais d'autre part que c'est aussi donné par cette expression. Et donc, ce que j'ai appris par tout ce calcul, c'est que i sur h bar delta de w plus i sur 2h bar w est égal à exponentielle de i sur h bar avec un signe moins w fois delta de l'exponentielle i sur h bar w. Et pour faire apparaître quelque chose qui ressemble à ce que j'ai écrit là, je vais mettre en évidence le i sur 2 sur h bar au carré, 1 demi. Et donc là, je dois... donc je vais obtenir... je le mets en premier, w moins 2 h bar sur i. IH bar, pardon, oui, je l'ai mis, et c'est pour ça que j'ai le signe moins. Donc, IH bar est égal à cette expression-là. D'accord? Donc finalement, on est arrivé à ce que je voulais démontrer, à savoir que si ceci est égal à 0, alors ce produit est égal à 0, mais comme ça, ce n'est pas égal à 0, ça veut dire que delta de l'exponentielle est égal à 0. Et si delta de l'exponentielle est égal à 0, alors ceci est égal à 0. Et donc ces deux équations sont en effet équivalentes. Alors, la première équation est intéressante, la première forme de l'équation est intéressante parce qu'elle fait un contact direct avec l'équation maîtresse classique, et on va pouvoir, disons, voir W comme une déformation en puissance de h bar, comme on l'a écrit ici, de S. La deuxième expression est particulièrement utile pour démontrer le théorème que l'intégrale fonctionnelle ne dépend pas du choix de psi, ce que je vais faire maintenant. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc ce que je prétends maintenant, c'est que Z psi, fabriqué à l'aide de W, mais par la même recette, donc l'exponentielle de ρ sur h bar W psi, où W psi, c'est donc W où j'ai substitué les antichamps par le gradient par rapport au champ de psi. Donc ce que je prétends, c'est que cette intégrale fonctionnelle est indépendante du choix de psi, que delta S soit égal à 0 ou pas. Donc on a levé la restriction delta S est égal à 0. Et pour démontrer cela, en fait, je vais réécrire ça comme, disons, l'intégrale. Je vais appeler l'exponentielle U, donnons-lui un nom. Donc en fait, je vois ça comme U de psi, où j'ai défini U comme l'exponentielle
de I sur H bar W. Et donc, U de psi, c'est l'exponentielle de I sur H bar W psi. On remplace les antichamps par le gradient par rapport à phi de ce fermion de jauge psi. Et donc, comme delta U est égal à 0, l'indépendance, on va faire le calcul tout de suite, hein, on va vérifier tout de suite qu'effectivement cette intégrale ne dépend pas du choix de psi. Donc je vais changer psi et montrer qu'il n'y a rien qui change. Alors, où est-ce que j'ai démontré ça? Ici. Donc remplaçons psi par psi plus mu. Donc vous allez avoir que delta phi star, la variation sous cette transformation de delta phi, c'est évidemment égal à 0, mais delta phi star A, ben ça va être delta mu sur delta phi A. Puisque les nouveaux antichamps vont différer des anciens par le gradient de mu. Donc si je fais cette transformation-là. Et donc, quelle va être la variation de l'intégrale fonctionnelle? Faisons le calcul. Donc, je ne bouge qu'à ça. Donc, la mesure, là, je n'y touche pas. Donc, ça va être U. Donc, ça va être delta U. Alors, delta U, ça va être... je calcule les dérivés à gauche. Et delta L U sur delta phi star A. Delta phi star A sur delta bon, on va fois la variation de phi star, pardon. Donc c'est-à-dire, oui, ce que j'ai écrit là, delta mu sur delta phi A. Et comme dérivée gauche et dérivée droite pour mu qui est une quantité fermionique sont égales, je peux mettre un gauche ici si j'ai envie. Je pourrais mettre droit aussi, mais pour le calcul, c'est plus facile de considérer ça comme une dérivée gauche. Donc ça, c'est... Bon, alors, il y aurait aussi un terme... Donc ça, c'est la variation, de U, due à cela. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais intégrer par partie. Je vais dire ça, c'est la dérivée gauche par rapport à phi A de mu dérivée gauche de U par rapport à phi star A, moins le terme où je dois faire passer, moins, disons, le terme qui vient de là. Je dois faire attention que mu étant fermionique, phi A pouvant être fermionique ou bosonique, bon, c'est bosonique si c'est un champ de départ, mais ça peut être les antichamps aussi, les fantômes. Et donc, il peut y avoir un signe qui apparaît. Donc, ça va être moins 1 là, puisque mu est fermionique, ça va être la parité de phi A qui va jouer. Mu tout seul, non différencié, et ceci différencié deux fois. dl sur d phi A, dl U sur d phi star A. Alors, ceci, c'est précisément delta de U. Donc si U satisfait à l'équation maîtresse quantique sous cette forme-là, effectivement, ce terme-ci est absent. Vous allez me dire, oui, mais il y a aussi un terme quand je calcule la dérivée par rapport à phi, puisqu'ici, il y a phi star qui dépend de phi, il y a un terme qui va faire apparaître des dérivées secondes par rapport à phi star et des produits par rapport à phi. Mais comme les parités sont posées, c'est un calcul qu'on a très semblable à un qu'on a fait la fois passée, ça ne contribue pas, ça donne 0. Donc cette dépendance en phi à travers les phi stars, on peut l'oublier. Donc on obtient delta U, calculé évidemment en phi star égale delta psi sur delta phi, mais ça peu importe, puisque c'est toujours égal à 0. Et donc j'ai ce terme-ci en plus. Mais ça, c'est précisément une propriété de l'intégrale fonctionnelle.
L'invariance de l'intégrale fonctionnelle par translation dans l'espace d'échange, c'est ce que je vous avais rappelé la semaine passée, implique que l'intégrale fonctionnelle d'une dérivée totale est égale à 0. Donc ça, c'est égal à 0. Donc tout ceci est égal à 0, ce qui montre bien que si W est une solution de l'équation maîtresse quantique, ou ce qui est la même chose, U donné par l'exponentielle de I sur H bar W est solution de cette équation-ci, alors cette intégrale fonctionnelle ne dépend pas du choix de psi. Donc alors maintenant on va regarder, est-ce que ça a un sens cette équation maîtresse quantique? Donc là je vous ai juste plaqué ça, je vous ai dit, pour que cette intégrale fonctionnelle ne dépende pas du choix de psi, il faut que Laplacien de U soit, pardon, le delta U égale à 0, et donc que W obéisse à cette équation-là. Mais est-ce que ça a un sens, cette équation? Est-ce qu'il y a des solutions de cette équation? Comment sont-elles reliées aux solutions de l'équation maîtresse classique, etc. Donc ça, c'est ce que je vais analyser maintenant. C'est l'équation maîtresse, donc c'est cette équation-là. Donc la motivation pour regarder cette équation-là, c'est que cette équation-là garantit la propriété qui est souhaitable d'avoir une intégrale fonctionnelle qui ne dépende pas du choix de psi. Et donc à nouveau, on va pouvoir jouer là-dessus en choisissant des psi qui sont commodes pour les calculs, mais ceux-là sont en général différents des psi où on voit que clairement c'est la bonne intégrale fonctionnelle dans une jauge unitaire. Donc ça nous donne une très grande liberté dans les calculs, et ça garantit que quel que soit le choix de psi, choix commode ou choix clairement correct, physiquement, on obtient le même résultat, donc tous ces choix sont corrects. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc maintenant, on va analyser l'équation maîtresse quantique et voir comment on peut caractériser les solutions. Donc l'idée, c'est qu'on va en tout cas regarder ça comme un développement formel en H-bar, et on va analyser l'équation maîtresse quantique ordre par ordre en H-bar. Donc ce que je vais faire, c'est substituer W par son expression, H bar M1, H bar carré M2, etc. H bar M1 plus H bar carré M2 plus etc. moins 2i H bar delta de W, c'est-à-dire S plus H bar M1 plus H bar carré M2, etc., égale à 0. Donc on veut trouver une solution de cette équation. Et non seulement voir s'il y a des solutions, et pouvoir aussi caractériser les ambiguïtés, s'il y a des ambiguïtés. Et donc pour ça, on voit ça comme des développements formels en H-bar, ordre par ordre en H-bar, on regarde les choses. Et donc à l'ordre 0 en H-bar, bon ça c'est facile. Ordre 0. Qu'est-ce que j'obtiens comme équation? J'obtiens l'équation maîtresse classique. Donc le point de départ, c'est une solution de l'équation maîtresse classique. Et là, on sait qu'il y a toujours une solution, on comprend, et on sait que les ambiguïtés, c'est juste une transformation c'est une transformation, canonique dans l'anticrochet. Donc là, on connaît bien. Je vais passer beaucoup de temps à vous dériver à justifier cette équation et à la comprendre. Donc les choses démarrent bien. Que se passe-t-il à l'ordre H-bar? À l'ordre H-bar, ici, je vais avoir deux termes, mais c'est deux fois les mêmes, puisque l'anticrochet est symétrique pour les fonctions bosoniques, donc qui commutent. C'est donc, je vais obtenir H-bar fois, et donc je laisse tomber le H-bar, c'est le coefficient de tout. Donc j'obtiens 2 SM1 de ce côté-ci, moins 2i, alors le H-bar, je l'ai factorisé, donc
Donc ici, je dois prendre le terme qui ne dépend pas de h bar, puisqu'il y a un h bar là, c'est delta de S est égal à 0. Donc je dois trouver S1. Donc la question, c'est est-ce qu'il existe un M1 tel que cette équation-ci soit satisfaite. S, c'est le point de départ, la solution de l'équation maîtresse classique, et on veut la corriger par un M1, puis par un M2, etc., de telle sorte à ce que l'équation de maîtresse quantique soit satisfaite. Et donc la première étape, après avoir observé que ça démarrait bien, c'est que M1 doit obéir à cette équation. Équation que je peux réécrire sous la forme S M1 est égal à I delta S. Où petit s, rappelez-vous, c'est l'opérateur BRST défini par la solution S de l'équation maîtresse classique. Donc ça, c'est une notation que j'avais déjà introduite. Pour toute f, SF est donné par ça. Donc vous voyez que ce terme-là, c'est bien la variation BRST de M1. Ça doit être donné par ça. Donc il faut trouver M1 de telle sorte que cette relation-ci soit satisfaite. Alors, une condition. Alors là-dedans, on connaît ceci. On ne connaît pas M1. Donc c'est bien ce que j'ai dit. Il faut trouver M1 de telle manière que ceci soit satisfait. Alors, on sait que S est un opérateur nilpotent. S carré égale à 0. Donc une condition. Pour que ceci ait une solution, il faut. Donc en fait, ceci me dit il faut que delta S soit exact. Mais en tout cas, pour que delta S soit exact, il faut d'abord et avant tout qu'il soit fermé. C'est une condition nécessaire, pas suffisante, mais une condition nécessaire pour que cette équation ait une solution, puisque S carré est égal à 0, c'est que le S de delta S soit égal à 0. Ou S delta S égale à 0. Donc ça, c'est la question. Alors, là, on va utiliser les propriétés de delta. On sait que SS est égal à 0. Donc delta de SS est égal à 0. Et delta, on a dit comment il agissait sur l'anticrochet. Ça va être delta SS moins S delta S. En appliquant les propriétés de delta, que je n'ai pas explicitement dérivées, mais qui peuvent être vérifiées, comme je l'ai dit. Alors ici, delta change la parité, donc delta S est fermionique, et S est bosonique. Alors on sait que l'anticrochet est symétrique quand les deux variables sont bosoniques, mais il est antisymétrique dans tous les autres cas. Donc ça, c'est moins delta S, S, donc sans le moins, puisque c'est antisymétrique dans ce cas-là. Et donc, ceci, c'est 2 delta S, S. Et donc, j'en conclus, bon, au signe près, c'est la même, facteur 2, c'est cette équation-ci. Donc, je vois qu'effectivement, delta S, ça vient directement des propriétés satisfaites par l'anticrochet, par l'opérateur delta, c'est bien fermé. Donc c'est bien un objet qui est annihilé par S. Alors, la question c'est que c'est pas une, enfin le point c'est que c'est pas une condition suffisante. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et ça n'est pas suffisant s'il y a de la cohomologie non triviale. Si évidemment on a pu démontrer que dans la théorie considérée, tout objet fermé est exact, c'est suffisant. Mais si ce n'est pas vrai, ce n'est pas suffisant. Il faut s'assurer qu'on tombe sur un objet qui est exact. Et donc là, alors qu'est-ce qui va jouer? Rappelez-vous, delta S, c'est un objet qui est en nombre de fantômes 1. Pourquoi? Parce que delta fait augmenter le nombre de fantômes de 1. Donc en fait, ce qui va jouer pour savoir si
là c'est le nombre de fantômes que j'écris explicitement. Pour savoir si une solution existe toujours à cette équation, c'est la cohomologie BRST du BRST classique, hein, c'est celui défini par S, en degré de fantôme 1. Donc si on sait qu'il n'y a pas de cohomologie en degré de fantôme 1, mais ça va dépendre de la théorie, alors il est garanti qu'il existe une solution. Si la cohomologie est non triviale, alors il faut voir si par hasard, enfin si on tombe bien, et si delta S a le bon goût d'être une classe de cohomologie triviale, d'être la classe de cohomologie triviale de 0 dans H1 de S. Si c'est le cas, ben alors on peut continuer, on peut trouver M1. Si ce n'est pas le cas, il y a une obstruction. Donc si jamais delta S est un élément non trivial de H1 de S, alors M1 n'existe pas. Oui ? Excusez-moi, S, le grand S est défini modulo des transformations canoniques en anticrochet. Oui ? Comment on voit que delta passe bien ce quotient est bien défini sur S modulo des transformations canoniques? Alors là, il faut utiliser les propriétés de delta avec l'anticrochet. Donc, effectivement, donc la question c'est est-ce que si je. Donc, en fait, donc je vais aussi dire quelque chose en plus. C'est que on peut voir qu'effectivement, si je remplace S par une transformation canonique près, bon, la condition ici, vous voyez, elle est clairement invariante par transformation canonique. Donc ça, c'est invariant par transformation canonique. Donc si je fais une transformation canonique sur S et delta S, alors on peut voir que delta d'un anticrochet, ça va être trivial. Donc si jamais je me prends ici S et bêta, à la place, donc on peut montrer que les choses vont pouvoir s'écrire comme le S de quelque chose. Et donc, le formalisme est invariant par transformation canonique. Donc on peut peut-être en parler plus tard après, si vous voulez. Mais c'est effectivement une question intéressante et qui fait partie un peu des propriétés géométriques dont je parlerai, j'espère, comme je l'ai dit, la semaine prochaine. Donc peut-être on attend un peu. Alors, mais de toute façon, il y a une ambiguïté. Si delta S, supposons que delta S est la bonne idée d'être exacte, M1 existe, mais vous voyez que M1 est déterminé par cette équation-ci, et donc si j'ajoute à M1 plus un N1 qui est fermé, disons, où Sn1 est égal à 0, ben c'est toujours une solution. Et en fait, c'est la solution la plus générale. Hein. Donc, si c'est une solution, c'est une équation inhomogène en M1, donc la solution générale, ça va être une solution particulière, appelons-la M1, disons, de cette équation, plus la solution générale de l'équation homogène. Et donc, je peux toujours ajouter à M1 un N1 qui est donné par ça, et qui est, alors cette fois-ci, en degré 0, bien sûr. Hein, M1. Donc là, c'est H. Oui, alors, je vais écrire les choses et puis je vais justifier que c'est bien la cohomologie qui apparaît. Donc, vous voyez que M1 est déterminé à un objet fermé près, mais vous pouvez voir que si N1 est exact, et ça c'est ce qu'on a vu, N1 exact, en fait, ça engendre une transformation canonique. Donc si vous mettez ici quelque chose qui est de la forme S fois quelque chose, qui correspondrait à la partie, disons, exacte qui vient d'ici, alors là, puisque c'est l'anticrochet de S avec quelque chose, c'est la transformation canonique dans l'anticrochet engendrée par ce quelque chose. Donc, la chose, donc, en d'autres termes, c'est réellement la cohomologie de S qui est physiquement relevante pour décrire l'ambiguïté. Si vous mettez ici pour N1 un objet qui est trivial en cohomologie, c'est-à-dire exact, ça correspond à une transformation canonique. Et donc ça correspondrait à faire une redéfinition. Alors on a vu que les transformations canoniques, c'était des redéfinitions des champs. Donc ça revient à faire une redéfinition des champs qui est l'identité plus quelque chose en H bar. Et ça, c'est toujours une ambiguïté qui existe, évidemment.
Donc la conclusion, c'est que les obstructions aux solutions de l'équation maîtresse quantique sont décrites par H1 de S, en tout cas à l'ordre H bar, et l'ambiguïté dans la solution est décrite par H0 de S. Alors H0 de S, on a vu ce que c'était. H0 de S, c'est les invariants de jauge, c'est les observables. Donc vous voyez qu'on peut toujours modifier la mesure, parce que ceci, c'est une manière d'écrire la mesure, par des termes qui sont invariants de jauge. Mais évidemment, si votre seul critère est d'avoir une mesure invariante de jauge, enfin invariante, pour avoir une intégrale de chemin invariante, et que vous multipliez cette mesure que vous avez obtenue qui est invariante par un invariant, mais ça restera invariant. Donc l'invariance toute seule ne va pas vous permettre de lever l'ambiguïté, mais c'est une ambiguïté qui existe et à laquelle on pouvait s'attendre. Par contre, et ça c'est intéressant, il peut y avoir une obstruction. Et je reviendrai là-dessus, c'est en fait ce qu'on appelle des anomalies. Donc en fait, si on n'arrive pas s'il y a une obstruction, ça veut dire qu'on ne va pas réussir à construire une intégrale de chemin qui soit indépendante pour le choix de psi. Donc ça veut dire que dans une jauge, cette recette va nous donner un résultat qui n'est pas égal à ce qu'on obtiendrait dans une autre jauge. Donc c'est embêtant. Voilà. Donc, alors, on peut se poser la question, que se passe-t-il à l'ordre suivant, à l'ordre h bar carré? Alors, donc, supposons qu'on ait passé l'ordre h bar, comment obtenir M2? Alors, à nouveau, vous voyez qu'M2 va être obtenu, va être donné par une équation SM2, qui apparaît deux fois, est donnée par des termes qui font apparaître M1, donc à l'ordre h bar carré, il y aura d'autres termes en h bar. Bon, j'obtiens SM2 deux fois, puis j'obtiens ceci, et puis là, je vais obtenir Laplacien delta de S et delta de M1. Donc je vais avoir une équation pour S2 qui va être de nouveau du type SM2 égale à quelque chose qui fait apparaître les termes précédents. Et donc la question va être à nouveau, est-ce que la condition nécessaire que ces termes-là soient fermés est satisfaite? La réponse va être oui. Les identités de l'anticrochet et de delta le garantissent. Est-ce que c'est exact? Alors là, ce n'est pas garanti, mais donc de nouveau, la solution à l'ordre h bar carré peut être obstruée, et c'est H1 de S qui va mesurer l'obstruction. Donc c'est exactement les mêmes cohomologies qui vont apparaître, et puisque c'est de nouveau la même équation SM2 égale à quelque chose, eh bien la solution générale, c'est une solution particulière de ça, plus la solution générale de l'équation homogène, c'est-à-dire quelque chose qui est de la forme qui est annihilée par S. Et donc l'ambiguïté va être à nouveau contrôlée par H0 de S. En fait, donc à tous les ordres en H bar, on a la propriété qu'il peut y avoir une obstruction. Cette obstruction est caractérisée par un élément de H1 de S. Donc si c'est un élément qui a le bourgout d'être 0, il n'y a pas d'obstruction. Ou si H1 de S, on a pu démontrer que c'était 0, qu'il n'y avait pas de cohomologie en degré de fantôme 1, il n'y a pas d'obstruction. Et il y a une ambiguïté à chaque ordre caractérisée par H0 de S, c'est-à-dire caractérisée par les observables. Donc une fois qu'on a trouvé une bonne mesure, on peut toujours multiplier cette mesure par une fonction, par une observable, par une quantité qui est invariante, et on aura toujours une mesure qui est bonne. L'invariance de jauge toute seule ne vous détermine pas la mesure. Il faut une manière de faire. Donc en fait, la manière de faire, c'est de comparer à l'opérateur, à la formulation en termes d'opérateur, par exemple, l'intégrale de chemin sous forme hamiltonienne. Et là, on sait exactement quelle est la bonne mesure à utiliser, et puis éliminer les moments conjugués et retomber. Et ça nous déterminera une certaine expression pour M1 et M2, etc. Bien, donc ça c'est l'intégrale de chemin dans le cas général. Donc on voit que, alors que S existe toujours, donc la solution de l'équation maîtresse classique existe toujours et on contrôle les ambiguïtés complètement, c'est plus vrai lorsqu'on regarde la solution de l'équation maîtresse quantique. Donc je reviendrai là-dessus la semaine prochaine.
Alors, je voudrais faire juste une petite parenthèse. Mais très brièvement, qui est la suivante. Cette technique de déformation en H-bar, on peut en fait, et c'est intéressant, on peut déjà la considérer au niveau classique, où on peut considérer des déformations de la solution de l'équation maîtresse. Alors je vais juste le dire en mots, on ne va pas faire les calculs. Les classiques. Donc là, on déforme, la forme de l'équation change. Hein. Avec h bar, il y a un terme en h bar. Mais si h bar est égal à 0, ça se réduit à ça, à l'équation maîtresse classique. Alors, il se fait que dans un contexte classique, intéressant, et ça je vais dire, donc c'est les déformations cohérentes des théories de jauge. Donc c'est juste une petite parenthèse, mais puisque le formalisme est tellement proche, c'est le bon moment pour la faire. Déformations cohérentes des théories en fait qui correspond au problème suivant. Donc ça c'est comme je dis, c'est une parenthèse. Hein. On était quantique, ici je reviens au niveau classique, je me pose une question classique qui est intéressante, qui est la question suivante. Supposons que j'ai une théorie de jauge classique, cohérente, donc on a une solution de l'équation maîtresse, et je vais l'écrire comme ceci, parce que ça va être le point de départ. Hein, si on a une théorie de jauge, on a vu qu'on pouvait toujours lui associer une solution classique de l'équation maîtresse qui contient toutes les informations sur la théorie. Et je me pose la question, est-ce que je peux introduire des interactions, donc déformer classiquement la théorie, modifier le Lagrangien, mais de manière à préserver le nombre de symétries de jauge. Je vais avoir le même nombre de symétries de jauge parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des degrés de liberté nouveaux qui apparaissent. Hein, les symétries de jauge vous disent qu'il y a une redondance, ça enlève des degrés de liberté. On peut se poser la question, est-ce que je peux déformer ma théorie de jauge de manière à garder le même nombre de champs, bien sûr, mais aussi le même nombre de symétries de jauge qui enlèvent les degrés de liberté non physiques décrits par cette redondance. Et je vais le faire de manière cohérente, c'est-à-dire que l'action déformée, donc j'autorise qu'on déforme également la symétrie de jauge, donc la symétrie de jauge ne doit pas rester la même, mais je demande que l'action déformée soit invariante pour les symétries de jauge déformées et qu'il y en ait le même nombre. Alors, mais par contre, je suis le plus général possible, je ne demande pas que, même si au départ les symétries de jauge forment une algèbre fermée, je ne demande pas qu'à l'arrivée les symétries de jauge forment une algèbre fermée. Il peut y avoir des termes qui font apparaître les équations du mouvement, etc., lorsque je calcule l'algèbre. Donc c'est un processus un peu compliqué où il faut simultanément déformer le Lagrangien, il faut déformer les symétries de jauge, ce qui va déformer l'algèbre, mais qui font apparaître les équations du mouvement de la nouvelle théorie, évidemment, parce que ça doit être fermé, mais de manière cohérente en utilisant les équations du mouvement. Donc c'est un processus, si vous êtes tout à fait général, qui est assez compliqué. Et il se fait que c'est une bonne manière de le faire économique, c'est de voir ça comme une déformation de l'équation maîtresse. C'est-à-dire on se dit la chose suivante. Supposons que j'ai une déformation qui est cohérente, c'est-à-dire qu'il y a le bon nombre de symétries de jauge à l'arrivée, le même nombre, et qui préserve bien la nouvelle action, etc. Mais je pourrais construire une équation maîtresse associée à la nouvelle théorie. Et donc si j'appelle le paramètre de déformation G, typiquement c'est une constante de couplage, en fait ce que je cherche, c'est une déformation de S0 donc c'est un développement très semblable à ce qu'on fait, mais tel que l'équation maîtresse soit préservée. Donc si j'appelle ça S total, parce que je sais que si j'arrive à faire ça,
Ben, effectivement, S va décrire de manière cohérente une théorie de jauge, puisque ça veut dire, je regarderai l'action va être le terme indépendant des fantômes, les symétries de jauge, ben, ça va être le terme linéaire en les antichamps Fistari, etc. Donc, il est intéressant de se poser la question, et ça correspond à ce que j'ai dit physiquement, quelles sont les déformations de la solution de l'équation maîtresse qui préservent l'équation maîtresse. Ça revient à se poser comme problème, c'est complètement équivalent. Quelles sont les déformations de la théorie, donc où on ajoute des interactions entre les différents termes, etc., qui sont cohérentes au sens de préserver le même nombre de symétries de jauge, qui peuvent être déformées aussi. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'on déforme tout. Mais même en déformant tout, il y a une chose qu'on ne déforme pas, c'est l'équation maîtresse, et ça on sait que ça ne se déforme pas, puisque c'est complètement équivalent à l'invariance de jauge. On a vu que vous me donnez une théorie de jauge, je peux construire ça. Évidemment, je peux relire la théorie de jauge en connaissant S. Et vous voyez que si vous développez ordre par ordre en G, S1, vous allez avoir des équations pour S1, pour S2, etc., qui vont être très semblables, sauf qu'il n'y a pas de delta qui apparaît, aux équations qui apparaissent ici. Et vous pouvez montrer que, à nouveau, les différents termes existeront, enfin, il peut y avoir des obstructions à ces déformations cohérentes, qui vont être mesurées par la cohomologie en degré de fantôme 1 de la différentielle BRST de départ, donc de la théorie non déformée. Et que l'ambiguïté, parce que ça va être juste exactement les mêmes équations, est mesurée par les invariantes jauge de la théorie déformée. Donc un cas particulier où ceci est intéressant, on se donne par exemple un ensemble de particules de masse nulle et de spin 1, donc plusieurs copies d'électromagnétisme, et on se demande comment les faire interagir. Donc comment déformer la théorie où on a n copies d'électromagnétisme, comment les déformer pour obtenir de manière toujours cohérente, de manière à avoir le même nombre de transformations de jauge, et on peut montrer que la seule déformation, essentiellement, c'est Yang-Mills. Bon, si on met quelques conditions supplémentaires. Mais donc une manière d'aborder le problème est à travers ce formalisme. Donc c'était juste ce que je voulais dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à nouveau, on voit que les obstructions à continuer les déformations sont mesurées par le groupe de cohomologie en degré de fantôme 1. Là, c'est de la différentielle BRST classique, mais totale. Là, c'est de la différentielle BRST de départ, donc de la théorie non déformée, et les ambiguïtés sont mesurées par H0. Donc c'est un principe assez général, obstruction H1, ambiguïté H0. Bien, donc ça c'était une parenthèse. Et revenons maintenant à la théorie quantique. Et ce que je voudrais vous expliquer maintenant, c'est comment calculer. Donc là, je vous ai donné l'amplitude de transition vide-vide, mais il y a d'autres quantités intéressantes à calculer. C'est par exemple les valeurs moyennes d'opérateurs invariants d'observables. Comment calculer dans ce formalisme les valeurs moyennes d'observables? Alors pour ça, j'ai besoin de place. Et je vais vous donner la manière de faire le calcul. Oui, peut-être je devrais. Enfin, je reviendrai là-dessus plus tard, mais peut-être je peux déjà le dire une première fois maintenant. Qu'il y ait des ambiguïtés ordre par ordre en H-bar, ce n'est pas très surprenant, parce qu'après tout, si je vous donne la théorie classique, je vous donne juste la limite H-bar égale à 0 de la théorie. Et il y a plusieurs manières de quantifier une théorie classique. Il y a plusieurs théories quantiques qui peuvent avoir la même limite classique. Donc le processus de quantification n'est pas unique. Et donc, ça se reflète ici de cette manière-là. Il faut mettre si on veut rendre les choses moins arbitraires, il faut dire des choses en plus. Alors, je vais garder ceci. Ça, j'en ai pas besoin. Donc la question que je me pose maintenant, c'est comment calculer les valeurs moyennes, dans le vide par exemple, d'opérateurs invariants jauge. Donc je me donne
une observable, A0 de phi I, et je voudrais savoir comment faire le calcul de A0, donc de phi I. Donc ceci, bon, ça cache des choses, hein, c'est l'amplitude, disons, vide-vide, et il y a un produit chronologique qui apparaît. Donc en fait, je vais vous dire la manière de faire, et on va la justifier en utilisant les propriétés du formalisme des antichamps qui expriment l'indépendance sous le choix de psi. Donc en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'à tout observable, ça c'était une idée clé dans la construction BRST, je peux associer une fonction des champs et des antichamps qui est BRST exact, pardon, BRST fermé, donc qui obéit à l'équation SA égale à 0. Et on a vu que il y a une ambiguïté dans le passage de A0 à A, qui est donnée par des objets et qui est décrite précisément par les objets qui sont exacts. Donc les observables, c'est ce qu'on avait démontré, les observables sont caractérisés par H0 de S. Alors, pour calculer l'élément de matrice ici, A0 vide-vide, la manière dont on va faire, c'est on va d'abord construire A, solution de SA égale à 0, et puis on va construire, donc ça c'est la partie classique, donc là ça marche bien, il n'y a pas d'obstruction, mais ensuite on va on va étendre A de manière, on va corriger A par des termes d'ordre H-bar. Alors, autant avoir les bonnes notations. Donc je vais maintenant, donc A0, je passe à A, qui dépend des antichamps également, parce que j'ai longuement expliqué dans les leçons précédentes. Et puis A, je vais l'étendre par des corrections d'ordre H-bar, parce que la mesure n'est pas invariante et il y a des choses qui apparaissent, qui est A au départ, plus H-bar, pardon, alpha 1, plus H-bar carré alpha 2, de manière à ce que sigma alpha, qui est défini comme W alpha moins I H-bar delta alpha, soit égal à 0. Donc en fait, on va introduire une différentielle BRST quantique qui agit, qui n'est d'ailleurs pas une différentielle parce qu'elle n'est pas une antidérivation à cause du terme là, qui agit comme ça. Et donc ce qu'on dit, c'est qu'il faut étendre A, qui est solution de l'équation maîtresse, enfin qui est annihilée par S, c'est la même chose. Il faut l'étendre par des termes en H-bar, de telle sorte que cette équation-ci soit satisfaite. Alors, d'où sort cette équation? Mais en fait, c'est une autre manière d'écrire que delta de alpha, l'exponentielle de I sur H bar W, est égal à 0. Donc cette équation, elle est équivalente à celle-là. Et ça, c'est une équation qu'on reconnaît tout de suite, parce que c'est la même équation que celle qui est ici, et on sait qu'elle garantit que cet élément de matrice, cette intégrale fonctionnelle, alpha exponentielle I sur H bar W psi, donc je remplace les antichamps par, c'est ça que ça veut dire, par delta psi sur delta phi. On sait que ceci ne va pas dépendre du choix de psi. C'est exactement le même. Dès le moment où delta de quelque chose est égal à 0, on sait que l'intégrale de ce quelque chose, l'intégrale fonctionnelle de ce quelque chose, ne dépend pas du choix de psi. C'est le même calcul que là. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on étend A par des corrections d'ordre H bar carré, etc.,
de telle sorte que alpha fois l'exponentielle, donc ce qui apparaît dans l'intégrale de chemin, obéisse à l'équation delta égale à 0. Et une fois qu'on a fait ça, on sait que l'intégrale de chemin ne va pas dépendre de psi. Alors, on sait qu'il y a une ambiguïté lorsque je vous donne l'observable dans la description de A. C'est que deux choix de A qui diffèrent par un terme exact sont équivalents. C'est la cohomologie qui est importante. Est-ce qu'on est garanti que cette manière de faire les calculs tient bien compte du fait que c'est la cohomologie qui est importante? Donc supposons que je prenne pour alpha quelque chose de trivial. Est-ce que c'est clair que je vais avoir comme valeur, comme quand je fais le calcul, 0? Et quelque chose de trivial, c'est quelque chose qui est égal à 0. Donc il vaut mieux que quand je fais le calcul, j'obtiens pour quelque chose de trivial 0. Alors, évidemment, il y a des ambiguïtés quantiques, mais donc ce que je prétends, c'est que si alpha est trivial, alors c'est équivalent à alpha l'exponentielle de I sur h bar W, donc ce qui apparaît dans l'intégrale de chemin, est égal à delta de bêta en d'autres termes, lorsque alpha est trivial, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? On va peut-être regarder tout de suite, mais ce que je prétends, c'est que si ceci est vrai, alors l'intégrante là peut s'écrire comme le delta de quelque chose, et puisque ça peut s'écrire comme le delta de quelque chose, l'intégrale du delta donne 0, puisque delta par invariance de la mesure sous translation. C'est une dérivée totale. Donc, si ça c'est vrai, enfin si donc l'intégrale d'un delta c'est toujours égal à 0, donc là ça veut dire que dans ce cas-là, donc la valeur, donc on a sigma bêta égale à 0. Puisque ça va être l'intégrale d'un delta et donc c'est égal à 0. Donc vous voyez qu'effectivement il y a quelque chose qui ressemble bien à la cohomologie, c'est que alors ça si je développe, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si je regarde les choses au premier ordre, ça va, donc le sigma, donc si je fais h bar égale à 0, W ça réduit à S, tout ceci disparaît. Donc vous voyez que ceci veut dire que A est égal à S fois B, où B est le premier terme qui apparaît dans le développement de bêta. Hein? Donc si alpha est exact pour sigma, alors son premier terme est exact pour S. Donc vous voyez que la cohomologie est implémentée, mais il y a une chose dont il faut tenir compte, c'est que quand on passe à l'intégrale de chemin, il faut regarder les équations quantiques correspondantes. Et donc il y a une déformation de S. En fait, ce sigma peut être vu comme une déformation de S. Hein, il est défini comme ça. Donc vous voyez qu'effectivement, à l'ordre h bar égale à 0, donc alors, le terme indépendant de h bar, ça va être S, A, et là il n'y a rien. Donc on obtient en plus bas SA égale à 0. Et puis après, il faut décorer les choses avec des termes en h bar de manière à avoir cette équation-ci satisfaite, de manière à avoir des valeurs moyennes qui soient effectivement indépendantes du choix de psi. Et en plus, si A est trivial, il faut ajouter les choses de manière à ce que ça c'est des termes en h bar plus élevés. Donc si A est trivial, c'est-à-dire si on a ça, il faut l'étendre de manière à avoir ça. Oui? Mais on ne peut pas réabsorber la non-invariance de la mesure uniquement dans la redéfinition de W, enfin dans les corrections de W? Mais ça va. Non, parce que si ceci est non nul, ça ne dépend pas de W. Oui, mon point c'est que est-ce que c'est obligé de faire cette expansion en h bar sur alpha? Est-ce que l'expansion en h bar du W suffit pas déjà à réabsorber la non-invariance? Pas tout, parce que, bon, évidemment, en général, pour les théories qu'on connaît,
ceci est égal à 0. Et donc, dans ce cas-là, ça s'applique. Mais pour des théories qu'on connaît, Young-Mills, mais pour des théories plus compliquées, il pourrait se faire que ceci ne soit pas nul. Et donc, même si vous avez corrigé la mesure, disons, pour une observable, pour une autre observable, c'est une autre correction qu'il faudra faire. Parce que ceci va être différent. Et donc, malheureusement, chaque observable contribue. Et ça vient du fait qu'effectivement, on fait chaque fois des intégrations par partie, ce qui revient à. Et donc, il y a la variation de la mesure qui apparaît et qu'il y aura une contribution qui viendra de alpha et qui dépend de l'observable qu'on a prise. Alors, je ne vais pas faire le développement de cette équation en puissance de h-bar, mais c'est toujours la même chose. On peut démontrer que si on se donne un A qui est solution de l'équation maîtresse, les termes successifs sont toujours obtenus par des équations du même type, avec obstruction mesurée par H1 et ambiguïté mesurée par H0. C'est clair, si je démarre d'un invariant de jauge et que j'essaye de construire un invariant pour sigma, l'ambiguïté, à chaque ordre, je vais pouvoir ajouter un invariant de jauge qui à la limite h-bar égale à 0 ne contribue pas. Donc la limite classique n'est pas changée, mais qui peut donner d'autres résultats aux ordres plus élevés en h-bar. Donc là, il faut ajouter des critères pour lever cette ambiguïté. Alors, je voudrais terminer la leçon d'aujourd'hui. Et puis on pourra alors parler réellement, bon je pensais à nouveau, je suis toujours très optimiste, couvrir plus, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Je voudrais juste parler de la cohomologie locale, parce que c'est celle-là qui est importante dans les calculs qu'on va faire la semaine prochaine, et qui est la chose suivante. Donc pour ça, je vais... Donc en fait, j'ai utilisé beaucoup le formalisme condensé de DeWitt, où on ne voit pas apparaître explicitement les intégrales sur l'espace-temps, mais dans la pratique, l'action, c'est une fonctionnelle locale. Les objets qu'on va considérer sont des objets locaux, et notamment les déformations de l'action, on voudrait qu'elles soient locales. Et la cohomologie, les objets avec lesquels on va travailler, c'est donc des intégrales sur l'espace-temps de fonctions qui dépendent des champs et d'un certain nombre de leurs dérivés d'ordre fini, par exemple l'action, écrivons l'action. Bon, c'est l'intégrale du Lagrangien, qui est une fonction des champs, des mu phi i, etc., des mu 1. Bon, en général, on considère que les dérivées premières, mais pour ce que je fais ici, on peut considérer des dérivées d'ordre arbitraire, mais jusqu'à un certain ordre fini. Et donc, on va travailler avec des objets de ce type-là. Et la question qu'on se pose, donc par exemple les différents termes qui apparaissent dans les développements que j'ai écrits, est-ce qu'ils sont aussi donnés par des fonctionnelles locales? Et donc, est-ce que par exemple, donc par des objets qui sont donnés par des intégrales? Donc ceci m'amène à considérer de manière générale des p-formes locales, parce que c'est la bonne manière de traiter le problème, qui vont être des p-formes d'espace-temps, donc oméga 1 sur p, oméga I1 IP, qui dépend des champs, donc c'est des p-formes dont les coefficients sont des fonctions locales comme ici, donc qui dépendent des champs jusqu'à un nombre fini, bon, qui peut dépendre de oméga, de dérivée. Donc K peut dépendre de oméga, fois dxi1. Oui, j'ai pris un indice latin ici, donc pour les coordonnées d'espace-temps,
dx mu1, wedge, etc., dx mu p. Donc ça, je vais appeler ça une p-forme locale. Donc une p-forme locale, c'est une p-forme d'espace-temps dont les coefficients dépendent des champs et un nombre fini de leurs dérivés. Donc en particulier, je peux voir l'action comme l'intégrale d'une n-forme locale. Hein? Donc ça, c'est la forme de volume. Donc dx0, dx1, dx2, etc., jusqu'à dx maximum. Et puis, donc c'est une n-forme. Bon, alors il n'y a qu'un seul terme et donc dont le coefficient oméga correspondant, donc oméga 0, 1 jusqu'à n-1, est donné par une fonction locale. D'accord ? Donc ma I0 peut être vue comme l'intégrale d'une n-forme locale. D'accord ? Et de manière générale, je vais donc être amené à considérer des objets, écrivons-les A, qui sont donnés par des intégrales de, j'utilise la même lettre, oméga n. Mais j'écris ceci pour insister sur le fait que ce n'est pas nécessairement l'action que je considère. Donc je vais considérer des objets qui sont des intégrales de n formes. Puis on regardera même, on va changer n, le degré de forme. Et donc la question qu'on se pose, c'est la cohomologie BRST pour ces objets-là. Donc on va se poser la question, SA égale à 0, on va imposer la condition SA égale à 0, et on va considérer deux telles formes locales comme équivalentes si elles diffèrent par le S d'une forme qui est aussi locale. Donc l'intégrale sur l'espace-temps d'une forme que je vais appeler qui n. Donc on va regarder la cohomologie BRST dans l'espace des fonctionnelles locales, parce qu'on travaille avec des fonctionnelles locales. Donc une fonctionnelle locale, c'est l'intégrale d'une n-forme locale. Le Lagrangien est une fonctionnelle locale. Et donc dans tout ce que j'ai écrit, il y avait des intégrales que dans ma notation condensée 2,8 on ne voit pas, mais il y avait chaque fois des intégrales. Et donc je suppose que les objets qui apparaissent sont des objets locaux. Et donc la cohomologie réellement qui va être importante, c'est la cohomologie de S dans l'espace des n-formes, dans l'espace des fonctionnelles locales, c'est-à-dire des objets qui ont ce type-ci, qui ne sont pas n'importe quelle fonctionnelle des champs, mais c'est une fonctionnelle des champs donnée par une intégrale sur l'espace-temps d'une n-forme locale. Et une n-forme locale, c'est quelque chose qui dépend, comme le Lagrangien, des champs et de leurs dérivés jusqu'à un ordre fini. Alors, on a envie de réécrire ces conditions-ci comme des conditions sur l'intégrand. Donc A, c'est l'intégrale de oméga n. Qu'est-ce que ça veut dire que SA est égal à 0 ? Ça veut dire que l'intégrale de SWN doit être égale à 0. Ah, mais ça, je dis, alors, est-ce qu'il y a moyen d'enlever le signe intégral ? Qu'est-ce que ça veut dire sur l'intégrante ? Que l'intégrale est BRST invariante. Je prétends que ça veut dire que SWN est le D de quelque chose, d'une n-1 forme, appelons-la qui n-1. Alors, si je substitue ça là-dedans, je vais avoir l'intégrale d'un D. Donc, en fait, effectivement, qu'est-ce que je vais obtenir ? C'est une intégrale de surface au bord du qui. Et je vais supposer, ici, j'ai des variables qui sont les fantômes. Je vais supposer ici, c'est intéressant de ne pas le supposer, mais on peut voir ces variables, pour ce que je fais en tout cas, comme des sources, et c'est des sources qu'on peut supposer être nulles au bord. Donc, je vais supposer que les termes de surface sont nuls. Donc dans ce cas-là, il y a stricte équivalence entre cette équation-ci et cette équation-là. Si les conditions limites sont plus compliquées, il faut dire des choses en plus, que je ne vais pas faire ici. Et c'est intéressant.
Mais je vais supposer que, par exemple, ici dedans, puisque c'est le nombre de fantômes 1, j'ai toujours des fantômes, que ces fantômes, je les vois comme des sources, et que si c'est des sources, je peux les supposer nuls à l'infini. Si ce n'est pas nul à l'infini, ça peut correspondre à des symétries intéressantes, mais je vais considérer ce qui est purement jauge. Et donc, cette équation-ci est équivalente à celle-là. Et SB, en termes de... ça va être donné par S de qui n. Et donc, vous voyez, quelque chose va être exact si l'intégrante, si S de qui n, si je remplace l'intégrante par le d de quelque chose, par le d de... qui était peut-être pas une bonne notation ici. Mettons oméga psi alpha n-1. Vous voyez que si j'intègre ceci, à nouveau le d va me donner un terme de bord, et si je suppose que tout est nul au bord, ça fait 0. Donc vous voyez que l'intégrale est BRST exacte si l'intégrante est BRST exacte modulo 1D. Et l'intégrale ici est BRST fermée si l'intégrante est BRST fermée modulo 1D. Alors les conditions ici et là définissent ce qu'on appelle la cohomologie de S modulo D. C'est-à-dire on ne demande pas que S soit strictement égal à 0 lorsqu'il agit sur un élément, sur un cocycle ici. Ça doit être 0 modulo D. Et on ne demande pas qu'un bord soit strictement donné par S de quelque chose, un cobord par S de quelque chose, ça peut être le S de quelque chose modulo D. Donc ça, c'est les conditions qui définissent la cohomologie de S modulo D. Alors je l'ai considéré en degré de forme. Maintenant, il faut préciser le degré de forme n, mais on peut le faire en tout degré on peut généraliser et considérer cette cohomologie en tout degré de forme et en tout degré de fantôme. Donc en général, il y aura deux graduations qu'on va donner, le nombre de fantômes et le degré de forme. Et donc cette cohomologie est relevante, en tout cas lorsque le degré de forme est n, lorsqu'on regarde des fonctionnels locales. D'accord ? Mais on peut regarder maintenant les choses en degrés différents de n. Et donc en particulier, ce qui va être intéressant, c'est H0 en degré n et H1 en degré n. Et je vais vous parler de ça pour Yang-Mills et vous montrer comment c'est utile pour la renormalisation la semaine prochaine. Voilà, donc en fait c'est fini pour cette semaine-ci. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc la semaine prochaine, je parlerai de cette cohomologie-ci de manière un peu plus détaillée pour Yang-Mills. Je donnerai des... En fait, on peut la calculer complètement, donc je vous donnerai les résultats. Je montrerai comment c'est utile pour la renormalisation. Et j'espère pouvoir vous dire 2-3 choses sur la géométrie derrière le formalisme des antichamps et derrière l'anticrochet, ce qui permettra notamment de clarifier la question qui a été posée tout à l'heure. Donc s'il n'y a pas de questions, ceci termine la 5e et avant-dernière leçon. Voilà, merci.